TF1 présente, avec le magazine de la bonne santé, Top Santé, Santé à la une. Quand j'arrive quelque part et qu'il y a beaucoup de personnes, ou quand je suis obligée de parler face à des personnes que je ne connais pas. Moi, personnellement, il y a des périodes où ça a été très très dur. J'étais obsédée par ça du matin où je me levais jusqu'à ce que je me couche le soir. Je vous dis, je me culpabilise et je me réveille tous les matins à 5 heures en me disant ton mari est malade et traite-le comme un malade. Je vais y arriver. Elle a pris ça comme un jeu. Et comme c'était un jeu, elle a changé les règles. Bonsoir à tous, bonsoir Anne. Bonsoir à tous, bonsoir Robert. Alors vous avez vu le titre, la télévision peut-elle être une thérapie? Je crois que c'est un titre qui mérite quand même quelques explications. Au fond, pour ce dernier numéro de la saison de Santé à la une, on a voulu poser une question toute simple, mais qui n'a pas été si souvent que cela posée. C'est pourquoi les gens acceptent de témoigner tout simplement à la télévision, dans les émissions de reportage. Quelles conséquences ça peut avoir pour eux? Qu'est-ce qui se passe dans leur vie après la diffusion de leur interview? Alors on peut se poser la question pour les émissions de manière générale, mais Anne, on se la pose d'autant plus pour les émissions médicales où on parle quand même parfois de ces mots intimes et puis de ces grandes et aussi de ces petites misères. Oui Robert, absolument. On parle effectivement de maladies où on aborde effectivement des problèmes ou physiques ou psychologiques, en tout cas difficiles, voire délicats. Alors pour le comprendre, pour comprendre si éventuellement la télévision pouvait avoir des vertus thérapeutiques, ça peut être comme ça en apparence un peu prétentieux de notre part, mais vous verrez que en fait c'est tout à fait, c'est pas du tout effectivement notre souhait. Je crois que pour le comprendre, ce qu'on a voulu faire, c'est donc retrouver effectivement un certain nombre de témoins qui, pour la plupart, avaient participé à notre magazine, donc Santé à la une. Alors nous sommes allés les retrouver pour leur demander quelles avaient été leur motivation et surtout quelles avaient été les conséquences sur eux, donc à titre personnel, éventuellement sur leurs proches, leur entourage et éventuellement aussi dans leur vie professionnelle. Ce qu'on a voulu savoir, c'est dans quelle mesure le fait d'avoir témoigné, d'avoir parlé, cela les avait aidés, et si éventuellement cela avait pu participer, je mets un peu des guillemets, dans leur thérapie, dans leur prise en charge, effectivement à dépasser un certain nombre de difficultés. Alors vous me direz que les réponses, vous allez voir, sont très diverses, et évidemment elles sont tout à fait fonction des thèmes que nous avons abordés, des pathologies et des difficultés qui sont abordées. C'est évident que les réponses sont diverses selon qu'il s'agit du sida, du cancer, des maladies mentales, des problèmes que sont par exemple la prise de toxiques comme les drogues ou l'alcoolisme et bien entendu les troubles de la sexualité. Donc vous verrez, les réactions sont diverses, mais je crois qu'il était important qu'on se pose cette question, Robert, ce soir, et nous avons réuni autour de nous un certain nombre de médecins que vous connaissez, de sociologues, qui vont apporter, en fait, il ne s'agit pas de donner des informations, mais en tout cas qui vont apporter leurs commentaires sur les vertus éventuelles thérapeutiques de la télévision. Donc, je vais commencer à vous présenter nos invités. Le docteur Françoise Forette, vous êtes gériatre à l'hôpital Broca à Paris. Le docteur Arnaud Marty-Lavozelle, vous êtes là, je dirais à deux titres, vous êtes psychiatre et aussi, surtout, président de l'association Aide à Paris. Le professeur David Kayat, vous êtes cancérologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Le professeur Jean-Pierre Ollier, vous êtes également psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne. Le docteur Frédéric Hédon, vous êtes sexologue, donc par définition plus spécialisé dans les problèmes et les troubles de la sexualité. Avec nous également Dominique Mel. Alors vous êtes sociologue. Vous vous êtes penché déjà un petit peu sur la télévision en écrivant un livre qui est paru il y a 2 ans et qui s'appelait La fenêtre et le miroir, paru chez Payot. Là, en l'occurrence, vous vous penchez plutôt, disons, sur les programmes de la télévision, un peu pour informer le public. Mais actuellement, et vous nous en reparlerez, vous êtes en train de plancher un petit peu sur le thème qui nous préoccupe ce soir, à savoir les conséquences et les réactions
des personnes donc, qui viennent témoigner à la télévision. Également avec nous, car vous verrez, il y a évidemment beaucoup de témoignages dans cette émission, beaucoup de personnes que nous sommes allés retrouver, mais avec nous sur le plateau également, Madame Odile Lefort, qui nous expliquera la raison pour laquelle elle a témoigné, et vous, on reviendra, c'était à propos d'un problème d'alcool. Et enfin, Madame Evelyne Michelin, vous êtes avec nous ce soir, vous, pour évoquer et reparler d'un problème qui vous a touché il n'y a pas très longtemps, à savoir le cancer. Voilà, Robert. Alors, parmi les témoins également, nous en avons retrouvé deux qui nous avaient tous particulièrement émus, frappés. On les a vus très récemment à la télévision. C'était dans l'émission sur le sida du 7 avril dernier. Ils s'appelaient, vous en souvenez certainement, Barbara et Jérôme. Ils avaient ouvert cette émission. Ils vont nous dire maintenant, après qu'on les ait revus dans cette émission, pourquoi ils avaient accepté ce soir-là, devant la France entière, on peut le dire, de parler de leur séropositivité et de leur maladie. Bonsoir. Je m'appelle Barbara et j'ai 19 ans. Il y a 2 ans, j'ai fait la connaissance d'un garçon plus âgé. J'ai été séduite par son originalité. Malheureusement, il m'a transmis le virus du sida. Il se savait séropositif, mais par négligence ou par peur de me perdre, il ne m'a rien dit. Ce fut ma première et ma dernière grande histoire d'amour. L'annonce de ma séropositivité a totalement bouleversé ma vie. Désespérée, pensant être proche de la mort, j'abandonne le lycée. À quoi bon continuer si tout est perdu d'avance? J'ai essayé plusieurs fois d'en finir avec la vie. Puis un jour, j'ai fait la connaissance d'une personne qui consacrait l'essentiel de son temps à lutter contre le sida. Cette rencontre a bouleversé ma vie. Aujourd'hui, je dépense beaucoup de mon temps à aller dans les lycées, les entreprises et tous les lieux où l'on m'accueille pour délivrer mon témoignage sur la maladie. Je me sens le devoir de soutenir tout ce qui peut aider à diminuer l'extension du sida. Et si jamais mon témoignage empêche une seule personne d'attraper satané virus, ou si ce témoignage empêche l'exclusion d'une seule personne contaminée, ou s'il permet à un seul malade de retrouver un peu de joie et d'espoir, alors ma vie aura un sens. Et je tiens à remercier 2 personnes, Marie-Thérèse Lapère et Éric Chapeau. Barbara, au lendemain du 7 avril, quelles ont été les réactions? Très positives. Les gens sont tournés dans la rue, me reconnaissaient, ont beaucoup hésité à venir me voir. D'autres souriaient, me serraient la main, me faisaient la bise, me disant bravo, vous inquiétez pas, on l'aura cette saloperie. Personnellement ou moralement, qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça m'a redonné confiance. Je me suis rendu compte que ma vie n'était pas si nulle que ça. J'avais pas mal de choses à faire, que je voulais vraiment continuer dans l'association. Et que vraiment, comme certaines personnes me disaient, je peux peut-être être le porte-parole d'une génération, de ma génération en l'occurrence. Et si jamais c'est le cas, eh bien tant mieux. Je suis prête à l'assumer, je suis prête à le faire. On sert d'exemple peut-être pour ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. Ils ont un exemple vivant de ce qu'ils ont peur. Bon, je parle pour moi, donc je représente le séropositif, je représente la génération sida. Donc là, ils ont une séropositive en face d'eux. Ils se rendent compte d'un peu de ce que peut être la maladie, à quoi peut ressembler une personne séropositive, donc à tout le monde. Je pense que c'est une façon de rassurer les gens aussi au fond d'eux-mêmes, de les aider également à comprendre certaines choses, leur ouvrir les yeux sur la maladie en général et de les aider d'une manière ou d'une autre. Mais ça, c'est fondamentalement ce que vous pensez, vous le faites uniquement pour les autres, vous le faites pas du tout pour vous? Je le fais pour les autres et également pour moi. Parce que d'en parler, ça me fait énormément de bien. On en a besoin, on a besoin d'en parler. On a besoin, le moral est très important, à 50% je dirais dans la maladie. Quoi, c'est primordial. En parler, c'est... On se sent mieux après, on se sent délivré. Mais entre en parler, l'assumer, faire des conférences comme vous avez fait, ou du moins une conférence auprès de ces jeunes, et venir en parler comme ça devant des caméras, devant la France entière, vous n'aviez pas peur effectivement que ça vous colle un peu à la peau après? Si. Mais les gens m'oublieront aussi vite qu'ils m'ont connu. Je me doutais bien qu'il y aurait un temps de médiatisation, qui va peut-être continuer encore quelques mois.
Puis après, on va y avoir autre chose, on va passer sur un autre sujet, on va m'oublier. Et j'oublierai moi aussi. Vous avez envie qu'on vous oublie? Oui. Peut-être pas tout de suite, parce que j'ai encore des choses à dire et à faire. Quoi, par exemple? On continue à informer les gens. J'ai envie de me donner à fond là-dedans également. J'en ai trop bavé, j'ai pas envie que les autres fassent les mêmes conneries, les mêmes erreurs. Moi, je ne suis ni Dieu ni diable, je suis un homme comme vous, avec ses forces et ses qualités, ses défauts, ses faiblesses. Pourtant, je suis séropositif. Il m'est difficile de dire ici l'indicible, ma vie prise au piège un jour par le biais d'une analyse de sang. Le virus du sida est un sale compagnon, je ne l'ai pas voulu, pas cherché, pas désiré. Pourtant, aujourd'hui, c'est une part de moi-même, comme la couleur de mes yeux, la forme de mes mains, avec laquelle j'ai dû reprendre ma place à vos côtés. Je ne sais pas comment je vivrai demain avec votre regard sur mon visage ce soir découvert. Mais je sais que demain, en France, personne ne pourra dire honnêtement « le sida, je ne sais pas, le sida, je ne connais pas ». C'est fort de cette espérance que je suis là ce soir, que je témoigne, pour que dans un an, dans un mois, dans un jour, ce ne soit pas vous, vos enfants, qui deveniez séropositifs. Jérôme, qu'est-ce qui vous reste de cette soirée, de ce moment où vous avez témoigné? De la soirée, il me reste un grand moment d'émotion. Je crois que c'est quelque chose que j'avais réfléchi, que j'avais décidé bien avant le 7. Je crois que c'est quand même un grand moment d'émotion et c'est quelque chose que j'oublierai pas, ça c'est évident. Parce qu'à partir du moment où vous avez donc décidé de témoigner, vous étiez un petit peu projeté dans les jours qui allaient suivre et vous étiez préparé à certaines réactions. Alors oui, là j'ai été un peu pris au dépourvu parce que j'avais anticipé les réactions négatives. Enfin, j'avais essayé de poser les conséquences quand on m'avait proposé ce témoignage en me disant qu'est-ce que ça risque de m'apporter comme désagrément. Qu'est-ce que vous redoutiez par exemple? Ce que je redoutais éventuellement, c'est d'apprendre une nouvelle que je n'avais pas envie d'apprendre à certaines personnes. Quelque part, de faire de la peine à certaines personnes qui ne le savaient pas. Et pourtant vous l'avez fait. Mais pourtant je l'ai fait quand même, oui. Parce qu'en même temps, c'est ma vie. Je n'en ai qu'une. Mais ça vous était plus facile de le faire par ce biais-là que d'aller leur dire directement, que d'en parler directement avec elles ou avec eux? Je pense que s'il n'y avait pas eu le témoignage, je n'en aurais pas parlé avec eux. Et le fait qu'elles le sachent maintenant, est-ce que ça vous a enlevé un poids Oui et non, moi c'est plutôt, finalement par rapport à un certain nombre de personnes, j'aurais préféré que ça reste que cela ne reste pas dit. Parce qu'effectivement, chez quelques personnes, les personnes à qui je craignais de faire de la peine, alors je leur en ai peut-être fait, mais en plus aujourd'hui elles ont à mon égard une espèce de vigilance et de tendresse supplémentaire que je n'ai pas envie de recevoir. Et ça vous parlait, c'est des membres de votre famille, des amis proches? Oui. Donc, c'est ça pouvait susciter un peu de regard, de pitoiement, de choses que vous n'avez... oui, ou plus d'attention, et j'ai pas envie qu'on s'occupe plus de moi aujourd'hui qu'hier, où je suis un grand garçon, et j'ai envie de m'occuper de moi-même. À l'inverse, qu'est-ce qui a pesé, je dirais, dans la balance pour que vous fassiez ce témoignage? Qu'est-ce qui est là, vous encouragez à le faire, vous motivez à le faire? Alors, ce qui est pesé, il y avait tout. Il y avait plein d'éléments. Il y avait le fait que pour moi c'était aller de l'avant, je crois que c'est un truc primordial. C'était très lié à mon engagement dans l'épidémie, mon engagement associatif. Je crois que c'était aussi une forme de militance, d'acte de militance, revendiquer la parole en tant que personne concernée, arrêter de laisser les autres parler pour nous. Je crois que les personnes les plus aptes à savoir ce dont elles ont besoin et ce qu'elles veulent aujourd'hui dans la prise en charge de cette affection, ce sont les personnes séropositives et les personnes malades. Et qu'il faut qu'on arrête de laisser la gestion des choses à des professionnels et qu'il faut qu'on écoute plus les patients. Donc je crois que, bon là, par rapport à ça, mon engagement était très très clair. C'était aussi une façon de me pousser moi un petit peu
hors de mes limites et de mon cadre, de me bousculer. Je crois que c'est un choix de vie. C'est un choix de vie, c'est aussi quelque part pour moi un choix thérapeutique. Je pense que ça ne va pas faire tomber les tabous, les phobies et réactions de rejet de la France entière du jour au lendemain, parce qu'on touche à des choses quand même très très profondes. Mais que si on a réussi à déjà faire bouger d'un micron la situation, je crois que ça valait le coup de faire cette émission. Voilà, je crois qu'il était... Enfin, je pense qu'il était important de réécouter Barbara et Jérôme. Je crois qu'on avait envie d'en savoir un petit peu plus sur tous les deux. Arnaud Marty-Lavozelle, vous avez été très très présent dans cette émission exceptionnelle qui a eu lieu le 7 avril. Vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, président de l'association AIDE, ce qui veut dire que vous rencontrez beaucoup de personnes touchées par le virus. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous pensez que le fait de témoigner, de venir le dire à visage découvert, de le dire devant des milliers de personnes, est-ce que c'est important et est-ce que ça peut, alors là, même aider à titre personnel les personnes touchées par le virus? Dans les deux témoignages, on voit que témoigner par rapport au sida, c'est un mélange d'héroïsme très important, une dimension d'aveu aussi probablement importante, et aussi le désir d'être utile pour soi et d'être utile pour les autres. Et souvent, les gens qui veulent témoigner ne savent pas exactement quelle est la part la plus importante de ce désir. Donc il faut probablement, pour que les choses soient utiles, réellement utiles, et dans une durée pour eux, préparer ce témoignage et voir un petit peu quelles sont les motivations pour ce témoignage. Aujourd'hui, ces témoignages, et ça vous allez nous le dire, comment ils ont été perçus et reçus le lendemain de cette émission, mais ce qu'on peut comprendre, c'est qu'ils sont mieux entendus et mieux perçus. Ça n'a pas toujours été le cas. Je veux dire, vous êtes quand même au milieu de tous ces gens depuis des années. Il y a eu des tas d'hommes et de femmes qui ont déjà participé à des émissions traitant de ce sujet. Est-ce que c'était plutôt un mieux pour elles ou pas? Il y a des personnes qui ont témoigné, par exemple, et qui en sont sorties complètement vides, complètement dépossédées, encore plus seules qu'en rentrant avant l'émission. Il y a des gens qui ont témoigné, qui se sont sentis beaucoup plus vulnérables, complètement dévoilés, sans aucune possibilité d'intimité. C'est pour ça que je crois qu'il faut beaucoup insister sur la dimension de relation. Un témoignage, ça se prépare, ça se soutient et ça se suit. Parce que si un témoignage amène à plus de rupture ou plus d'isolement, je crois qu'à ce moment-là, les gens se sentent complètement fragiles. Moi, ce qui me frappe, c'est surtout en matière de sida, mais pratiquement dans toutes les maladies que l'on a évoquées et que l'on a traitées depuis des années, on a rencontré beaucoup de gens qui, au fond, utilisaient un peu la caméra et la télévision pour dire un certain nombre de choses à leurs proches. On le verra à propos d'autres maladies, on le verra à propos de la maladie mentale tout à l'heure, à propos de l'Alzheimer, pour dire des choses qu'ils n'osent pas dire. Et au fond, la caméra sert un peu de révélateur. La caméra sert de révélateur et sert de médiateur. Et moi, ce qui me frappe, c'est trois choses dans ces deux témoignages. Tout d'abord, comme il a été dit, quelque chose de l'ordre d'un engagement, d'un militantisme et d'une volonté donc de faire quelque chose pour le groupe, et je dirais même presque de se sacrifier. En même temps, un cri pour se délivrer d'un secret, mais aussi un espoir et une crainte. Quand même, les deux disent « j'espère que cela fera bouger ». Un dit « si ça fait bouger d'un micron, je serai satisfait ». Ce qui est, me semble-t-il, l'expression d'une crainte qu'il ne s'agisse que d'un moment émotionnellement fort, que on pourrait presque qualifier d'un moment hystérique même pour le groupe, qui risquerait de retomber et de ne pas être suivi. Et c'est là où la vigilance de chacun est extrêmement importante. Je crois que ces témoignages sont exceptionnels parce qu'on a dans ces deux témoignages à peu près tout ce qui justifie de venir sur un plateau de télévision. Il y a le côté message, c'est-à-dire ce qui importe, c'est ce qu'on veut dire aux autres, ce qu'on veut faire entendre, pour éventuellement les aider, pour éventuellement les faire partager, ou ce message qui peut aller d'ailleurs jusqu'à être un message militant, comme il a été dit. Et il y a le côté critique des spécialistes. Dans la dernière intervention, il y a une forte revendication qu'on arrête de parler d'un certain nombre de sujets de société, et notamment des sujets de santé, uniquement du point de vue des spécialistes, des médecins, des soignants, et que la santé, c'est à deux partenaires, et que l'expérience du deuxième partenaire fait partie intégrante de l'enjeu qu'est la santé aujourd'hui.
Et le troisième point, c'est la question qui est posée par le titre de votre émission, c'est-à-dire la thérapie. Est-ce qu'il y a des vertus thérapeutiques ou thérapiques? Ce qui est absolument certain, c'est que s'il y a une thérapie, et ils l'ont dit eux, c'est une thérapie de la communication et pas une thérapie d'autre chose. C'est-à-dire, par exemple, les gens qui croient qu'ils vont psychiquement aller mieux en rencontrant des psychologues sur un plateau ne vont pas psychiquement fondamentalement mieux. Mais en revanche, quand on les entend, quand on les interroge comme vous l'avez fait, quand on les interroge comme je l'ai fait, on se rend compte que la motivation individuelle est toujours liée à une pathologie de la communication. Moi, j'ai envie de vous demander, les personnes qui ont témoigné ce soir-là, outre Barbara et Jérôme, il y en a eu franchement des dizaines, pour ne pas dire des centaines. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans notre société, toute personne porteuse du virus peut venir témoigner, parler de sa séropositivité? Est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre qu'il faut peut-être préparer? Ça ne risque pas encore d'avoir des retombées ou des réactions négatives, je pense notamment au milieu professionnel plus qu'à la famille. Je crois qu'il faut être vraiment très prudent parce qu'annoncer sa séropositivité, ça peut entraîner en effet des rejets professionnels, des effets en cascade qu'on ne contrôle pas, des modifications aussi des relations avec la famille. Ça peut avoir un retentissement important. Donc s'il n'y a pas une suite, si le témoignage n'est pas préparé, je crois qu'à ce moment-là, on laisse les gens au bord d'une nouvelle situation qu'ils ne sont pas toujours prêts à affronter. Mais en revanche, quand ils se sentent soutenus, c'est vraiment quelque chose sur lequel ils peuvent s'appuyer pour vivre cette situation exceptionnelle. Le témoignage, c'est une situation exceptionnelle par rapport à une situation exceptionnelle qui est la séropositivité et la maladie. Et à ce moment, ils peuvent reprendre de la force et combattre. Arnaud Marty-Levezel, je crois qu'il faut peut-être le dire en quelques mots. Cette émission reposait, alors l'émission du 7 avril reposait essentiellement sur le témoignage. Quelles sont les conclusions qu'on peut en tirer, en tout cas ce soir? De l'émission? De l'émission du 7 avril. Est-ce que ça a changé quelque chose dans les comportements? Je crois qu'il y a un avant 7 avril, un après 7 avril, c'est-à-dire que là, beaucoup de gens ont compris qu'il y avait une dimension à la fois émotionnelle, réelle, sociale, que la prévention concernait tout le monde, que toute la société a été interpellée par cette maladie. Et surtout, je crois que cette émission a donné un vrai pouvoir à des gens qui se sentaient impuissants pour lutter contre le sida. Et ça a été tout à fait la mobilisation de nouveaux donateurs qui, d'ordinaire, ne s'engagent pas de cette façon-là. Donc ça a eu un effet formidable. Alors, on va poursuivre parce qu'il y a d'autres domaines où on peut parler d'exclusion, on peut parler de tabou. Il y a évidemment la sexualité, il y a même parfois le cancer qui paraît maintenant banalisé, entre guillemets. Moi, je suis persuadé, je le sais d'ailleurs, qu'il y a des entreprises où mieux vaut pas dire encore qu'on a un cancer, même si on le traite très bien. Donc on va parler de tout ça, et dans ce cas, pourquoi les gens témoignent malgré tout. Mais il y a un autre domaine où vraiment l'exclusion et le tabou est très fort, c'est tout simplement la maladie mentale. La maladie mentale qui est encore extraordinairement cachée. Alors pourquoi y a-t-il des gens qui passent ces tabous pour s'exprimer, pour parler? Que recherchent-ils dans leur propre témoignage? C'est ce que nous verrons après la publicité. Je regardais mon père avec de grands yeux, des yeux pleins de joie, des yeux pleins de rire. Aujourd'hui, rien n'a changé. Sauf que maintenant, c'est moi qui fais le clown. On est tous vaches qui rient. Sacré vache qui rit. Au départ, il voulait simplement scier une branche. Nouveau, l'égoïne multifonction Bosch a tous les talents. Avec changement rapide des accessoires, pour aussi râper, décaper, poncer et polir. Bosch, du travail de pro. Croquis, c'est vraiment trop croquant. Quand la Terre était jeune, les volcans d'Auvergne ont confié à Volvic les oligo-éléments indispensables à la vie. Depuis, l'eau de Volvic est active. En secret, elle en fait profiter les hommes. Volvic,
camp s'éteint, un être s'éveille. Une publicité pour un mixeur classique finirait à peu près là. Mais c'est une publicité pour le nouveau Multiquick de Braun. Ce qui veut dire qu'en ajoutant ça, vous pouvez faire ça. Et en faisant ça, vous pouvez faire ça. Et ça. Et ça. Et ça. Et ça. Don Patillot. Oh Seigneur, vous avez vu ce qu'ils mangent tous ces athlètes pour être en forme? Ils mangent des sucres lents. Oui Seigneur, des pâtes. Oui, mais eux, ce sont des sportifs, Don Patillot. Et ma vie à moi, Seigneur, c'est pas du sport? À longueur de journée? Sur mon vélo? Tu veux dire que c'est pour ça que tu manges des panzani? Oui. Et vous n'en mangez pas, vous, des pâtes? Des pâtes, oui mais des panzani. On a pensé à des reprises qui font plaisir. On me propose plein de reprises au-dessus de l'Argus. Jusqu'à 10 000 francs selon les véhicules signalés. Ça vaut le coup. Ça me tente, moi. Du 24 mai au 4 juin, les 12 jours qui comptent plus chez Renault Occasion. Ne passons pas à côté des choses simples. Jambon grand charcutier, Erta. On a pensé à une super garantie or. Une garantie or qui dure plus longtemps. 24 mois au lieu de 12, c'est vraiment bien. C'est même 2 fois mieux. Du 24 mai au 4 juin, les 12 jours qui comptent plus chez Renault Occasion. Tout l'amour que j'ai pour toi est plus fort. Chaque jour, je veux crier au monde entier quand rien ne peut nous séparer. L'huile d'olive Puget emballe tout le monde. Mais qui n'a pas acheté le dernier Souchon? Ben, moi. Avec Avrix, vaccin contre l'hépatite A, bon voyage, bonne santé, bonne rentrée. Avrix, vaccin contre l'hépatite A. Avrix est un médicament. 3 août 90, le Koweït est envahi par les troupes irakiennes. 17 janvier 91, les États-Unis et leurs alliés déclenchent la guerre du Golfe. Un mois plus tard, le régime de Bagdad est sur le point de s'effondrer. Et pourtant, le 27 février, George Bush décide d'arrêter la guerre. Aujourd'hui, Dominique Bromberger retourne sur les lieux des décisions secrètes et recueille les témoignages inédits des principaux acteurs du conflit. George Bush lui-même, Tarek Aziz, Edouard Shevardnadze, Roland Dumas. Alors qu'il pouvait le renverser, pourquoi Bush a-t-il sauvé Saddam Hussein? Dominique Bromberger au cœur des décisions secrètes, mercredi 22h55 sur TF1. Avec Top Santé, le magazine de la bonne santé, retrouvez le dossier du mois de Santé à la Une. J'ai quitté mes parents vers l'âge de 21 ans parce que ça devenait intenable pour eux. Ils ne pouvaient plus supporter mes angoisses et en même temps mes crises de nerfs. Parce que j'étais très violent. J'étais très violent, très intolérant. Qu'est-ce que vous reprochiez à ce moment-là aux autres? Ces crises de violence, vous... On ne me comprenait pas. Mon père me disait « Arrête ton cinéma ». Et ça passait pas. Parce que c'était pas du cinéma. Il y avait quelque chose en moi qui était important, que je voulais exprimer, et je n'arrivais pas à l'exprimer. Le seul moyen de l'exprimer, c'était la violence. Je voulais me défendre, parce que je me sentais attaqué. Est-ce que vous vous rendiez compte que c'était souvent une sensation, une impression, ou pour vous c'était vraiment comme ça que vous viviez? Vous étiez persuadé que les autres vous regardaient, vous jugez, vous scrutaient? Oui. Oui, quand je jugeais sans connaître.
Pour juger, il faut connaître. Je me suis toujours dit ça. Mais pourquoi il vous aurait jugé? Pourquoi rien qu'en passant devant vous, il vous aurait jugé? Parce que j'étais transparent. On voyait à travers mon être. Les délires sont arrivés combien de temps après? Mon délire a commencé vraiment en février 88 et s'est terminé fin juillet 88. La vraie crise, la plus importante crise de délire, c'est fin juillet 88. J'en ai perdu un œil. J'ai sauté du pont d'Austerlitz dans la Seine. Mais est-ce que vous avez conscience qu'il pouvait y avoir la mort en bas? Est-ce que ça, vous en aviez conscience? Ça m'était égal, pratiquement. Le plus important, c'était de me jeter à l'eau, aux deux sens du terme. Laurent, quelle image vous avez eue de vous le soir où vous vous êtes vu sur l'écran? Comment vous vous êtes perçu? Comme quelqu'un qui arrivait à s'exprimer, qui arrivait à faire passer des choses, des sentiments. D'une certaine manière, je me suis mis à exister pour moi. Mais qu'est-ce qui a motivé ce témoignage? Qu'est-ce qui fait que vous avez accepté de le faire? Et est-ce que vous en espériez quelque chose? Vous en attendiez quelque chose? Je voulais qu'on me prenne au sérieux. Je voulais parler de ma souffrance. C'est pour cette raison que j'avais voulu témoigner. Pour qu'on parle de cette maladie, de la schizophrénie, pour que les autres voient qu'il y a des gens qui souffrent, qui sont en difficulté et qu'il faut aider. Est-ce que pour vous, Laurent, à titre personnel, ça a été une démarche difficile? Oui. Oui. Difficile, oui. Et on a des difficultés à exprimer ce que l'on ressent. Moi, je veux essayer de dépasser ces angoisses, ces peurs, en m'exprimant. Est-ce que ce témoignage a pu changer un tout petit peu quelque chose? Ou ça a eu un effet assez éphémère? Ça a changé beaucoup de choses. C'est lorsque j'ai dit aux autres, par l'intermédiaire de la télévision, combien j'avais souffert, que j'ai ressenti un respect envers moi. Et là, je veux changer. Je veux avancer, me transformer, je dirais, mentalement, diminuer les angoisses progressivement, diminuer tout ce qui rend difficile une vie normale, entre guillemets. Le fait de dire « je vais y arriver, je peux m'en sortir », c'est quoi? C'est une conviction? C'est un défi? C'est un défi plutôt. Je me donne des coups de pied dans le derrière, si je puis dire. C'est-à-dire que je me dis, il faut saisir toutes les occasions qui se présentent pour avancer dans la vie. Voilà, et doucement, mais apparemment c'est en bonne voie, Laurent effectivement est en train de s'insérer dans la vie. En tout cas, nous l'avions rencontré il y a 2 ans, il était dans un centre avec d'autres malades. Aujourd'hui, il vit de manière tout à fait autonome. Professeur Jean-Pierre Ollier, vous vous occupez beaucoup des maladies mentales.
Est-ce que, on le sait, dans la maladie mentale, le problème, c'est de s'exprimer, c'est de parler, c'est de communiquer. C'est votre métier, vous ne faites que ça. Est-ce que vous pensez que le fait qu'un malade vienne comme ça s'exprimer, en parler à la télévision, ça peut aider dans la thérapie? Tout d'abord, il est bien évident que n'importe quel malade n'est pas capable d'affronter cette épreuve. Lorsque un malade réussit à le faire, ça veut dire que d'une part, il partage avec ses médecins, avec les journalistes, une volonté de communication, d'information sur une maladie qui est difficile, qui est une cause d'exclusion très grande encore dans notre société. Et c'est vrai, comme le suggère votre émission, c'est aussi qu'il pressent ou qu'il comprend que ce moyen de communication peut peut-être lui permettre de sortir de son isolement, de son retrait et de cette difficulté à communiquer qui est justement bien souvent l'essence de sa maladie. Madame Forette, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, parce que moi je veux dire, j'ai été très impressionnée par ce témoignage que je trouve très différent des deux premiers, dans la mesure où manifestement ce jeune homme cherche éperdument, et je crois qu'il l'a trouvé, une reconnaissance de son moi. Là c'est vraiment le moi perdu, il le dit à un moment, il dit j'étais transparent. Et il a réussi, et c'est là où on voit qu'il y a en chaque malade des possibilités extraordinaires d'autothérapeutique. Il a réussi à retrouver son moi à travers le témoignage qu'il a donné à la télévision. Et là, je crois qu'on peut parler de vertu thérapeutique. Voilà, bien entendu qu'on ne peut pas étendre. Je vais vous poser une question, c'est celle-ci d'ailleurs. Est-ce que c'est le fait de se voir à l'image et de voir son image, surtout dans le cas de la schizophrénie ou d'autres maladies mentales, est-ce que c'est le fait de se voir à l'image qui peut apporter quelque chose, ou est-ce que c'est le fait de communiquer avec d'autres? Ce qui n'est pas du tout la même chose. Mais je crois que c'est l'appel de la reconnaissance de l'autre. Je pense qu'il y a l'ensemble des éléments qui interviennent. Il y a tout d'abord la possibilité d'être entendu, compris, qui est extrêmement importante dans ce type de contexte de maladie. Je pense qu'il y a la possibilité aussi de se voir à l'image, certainement, mais il y a aussi les réactions et toute la dynamique que cela peut ensuite entraîner et entraîne inévitablement. Et en ça, on retrouve bien ce qu'on a entendu tout à l'heure à propos du sida. Il y a ensuite toute la cascade de réactions de l'environnement et peut-être toute la mobilisation de l'environnement qui peut se jouer positivement dans la majorité, enfin dans bon nombre de cas, mais avec le risque évidemment que ce soit négatif aussi. Et c'est là où bien sûr le choix du patient et le patient à qui on peut faire ce type de proposition est extrêmement important et déterminant. Je vous disais tout à l'heure qu'on ne peut pas proposer cela à n'importe quel patient et à n'importe quel moment de l'évolution, bien sûr. En l'occurrence, ce patient, effectivement, était déjà dans une prise en charge. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qu'on a rencontré comme ça. Arnaud Martilla, vous allouiez. Il y a un important effet de l'estime de soi. Je crois que passer à la télévision, c'est devenir quelqu'un d'important pour soi-même et pour les autres. Et que ça rompt complètement un processus de destinée. Aussi bien pour la maladie mentale que pour le sida ou peut-être d'autres maladies, beaucoup de personnes pensent qu'ils vont être malheureux toute leur vie, qu'il n'y aura jamais de rupture par rapport à ce malheur. Et peut-être que ça crée une brèche qui change radicalement la possibilité de se regarder et de regarder les autres. Madame Lefort. Simplement, je résume, moi ça m'a repeint le nombril en rose. Ça vous a... alors justement, Madame Lefort, ça vous a repeint le nombril en rose? Tout à fait. C'est une jolie image. Madame Lefort, puisque vous intervenez, vous êtes là parce que vous avez témoigné dans l'une de nos émissions il y a maintenant 3 ans. 3 ans. Et vous étiez venu de... dites de quoi vous étiez venu nous parler. Bien, j'étais venue parler donc de mon problème d'alcool. À l'époque, j'étais déjà abstinente, enfin j'avais déjà arrêté. Pas depuis très longtemps? Pas depuis très longtemps, depuis 6-7 mois à l'époque, je crois. Et effectivement, bon, j'étais dans une période de reconstruction, donc il fallait que je retrouve une identité. D'ailleurs, je me suis beaucoup attachée à mon étiquette d'alcoolique, parce que j'avais besoin d'avoir une identité. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, alors? À moi, oh là là, énormément de choses. Mais moi, je décomposerais en plusieurs temps. Alors, le fait de savoir que j'allais y passer, que j'allais être interviewée et passer à la télévision. Alors, déjà, pour ça, il faut déjà se pomponner, faire des tas de choses. Ce que vous ne faisiez plus depuis des années. Ce que je n'avais pas fait pendant tout le temps où j'étais alcoolique, quoi. Ensuite, il y a le deuxième temps, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est vous qui étiez venu à Lyon avec toute l'équipe. Et j'étais seule face à toute une équipe et j'étais interviewée. Ce qui n'est pas la même chose que sur un plateau. C'est pas du tout On sent vraiment quelqu'un là. On dit, bon ben ça y est, j'ai enfin une identité,
Je suis là aussi, quelqu'un. vous êtes quelqu'un, même sur un plateau. Non, Mais là, bien, c'est la c'était deuxième mon- fois déjà. Oui, C'était mon sentiment à cette Sérieux, époque. hein. Et puis après, bon, il y a le fait de se voir à la télévision. Parce que là aussi, bon, comme c'était quand même un cas spécial, puisque j'avais été interviewée pendant plus d'1 heure, j'ai eu la cassette et j'ai eu l'occasion de me revoir, de faire des vidéothérapies. Alors je peux dire que oui, la télévision est une thérapie. C'est-à-dire en quoi alors vous aviez, Madame Lefort, vous venez de le dire, vous aviez, quand nous avons rencontré, vous étiez déjà abstinente depuis quelques mois. Depuis quelques mois. Vous étiez, rappelez-vous, vous saviez que vous étiez dans une situation assez fragile. Bien sûr. Est-ce que le fait d'être venu le dire comme ça, donc de parler de toutes ces années difficiles, de ces années alcool, est-ce que vous vous en êtes un peu servi de la télévision? Est-ce que vous aviez l'impression qu'après, si jamais vous rechutiez, vous l'aviez dit à tout le monde, on avait été tous prêts à témoigner. Est-ce que ça, vous l'avez ressenti comme ça ou c'est moi qui projette un petit peu? Je pense qu'inconsciemment, oui, il y a sûrement de ça. Mais je ne peux pas dire que consciemment, un jour j'ai eu envie de boire, puis j'ai dit non, parce que tous les gens m'ont vu dire à la télévision que je ne buvais plus. Je ne peux pas dire ça, c'est pas vrai, ça s'est passé. Mais inconsciemment, sûrement. Mais vous étiez très fière de la volonté que vous aviez eue, vous en aviez parlé longuement. Je crois qu'on peut être que très fier dans ces cas-là, heureusement d'ailleurs, qu'il y a au moins ça. On y reviendra à propos d'autres maladies, en particulier du cancer, notamment avec Madame. D'ailleurs, vous vouliez dire quelque chose, Madame, je vous en prie. Le jeune homme qu'on a vu témoigner tout à l'heure pour sa folie, est-ce qu'il a vraiment conscience qu'il a parlé devant des caméras? Est-ce qu'il a vraiment conscience qu'il parlait à la France entière? Non. Non, parce que si on en avait conscience, je crois qu'on aurait peur et on ne le ferait pas. Pour certains cas je pense. Pourquoi avez-vous accepté de témoigner alors dans ce cas-là? La première fois, précisément. Par reconnaissance vis-à-vis de la personne à qui je devais ma guérison. C'est-à-dire à votre médecin? À mon médecin, oui. C'est quand même quelque chose qui revient très souvent. C'est une reconnaissance parce que je me suis dit, bon, il faut témoigner sur la maladie. On dit le cancer du sein maintenant. C'est vrai, c'est banalisé. Oui, mais Madame Michelin, il n'y avait pas que ça. Je veux dire, si vous avez accepté, est-ce qu'il y avait quand même une raison peut-être un peu plus personnelle? Simplement dire que, vu l'état du sein que j'avais conservé le sein. Alors ça, c'était quelque chose qui était impensable. Avec une tumeur de cette grosseur-là, tout le monde m'aurait coupé le sein, sauf lui. Et me dire aux femmes, faites attention, puis veillez sur vous, gardez confiance et ne faites pas l'autruche. Enfin, soyez responsable de votre corps. Oui. Et donc, ça, c'était important. Monsieur Kayat, oui. Moi, je crois que ce qui est le plus frappant dans ces différents témoignages, c'est l'importance du message vers l'autre. Et dans des maladies qui peuvent être guéries à condition d'être diagnostiquées plus tôt, ce message vers l'autre est fondamental. C'est le message vers le diagnostic précoce, donc vers des traitements moins lourds, moins mutilants et plus de guérison. Et il est clair que ces messages, ces témoignages de patients apportent une crédibilité à la caméra et qu'en même temps, parce qu'ils ont leurs mots à eux, que nous n'avons pas, comme l'a dit un des patients, rien ne vaut les mots, le jeu du malade qui témoigne. C'est vrai que à l'inverse, même si donc, le patient apporte une certaine crédibilité à la caméra apporte une crédibilité au message sur la santé, sur certaines pathologies que peuvent transmettre des patients, crédibilité que nous n'avons pas forcément, nous, médecins, parce que nous n'avons pas la même force dans les mots, je crois. Le jeu, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et tous ces patients qui ont témoigné aussi bien sur le sida que sur les maladies mentales, l'alcoolisme ou le cancer, ils ont utilisé le mot « jeu ». Et ça, c'est très très important, je crois, même si je ne suis pas du tout dans le milieu de la psychiatrie. Je pense que c'est, le langage du cœur. Je crois que quand on vient, comme Madame témoigner, c'est pas des mots scientifiques, c'est ce que l'on a vécu, c'est notre souffrance, notre espoir, maintenant notre guérison. Donc ce sont des mots, je pense que toutes les personnes emploient. Ce qui est à noter, d'ailleurs, c'est tout à fait vrai, parce que le sondage IFOP fait pour Santé à la Une avec Top Santé le montre bien, puisque parmi les gens qui disent accepter de témoigner, 89%, c'est la quasi-totalité, quoi, le feraient pour aider les autres, voilà. disent ces personnes. Donc c'est bien ça. Oui. Précisément, Madame, vous qui avez beaucoup parlé des raisons pour lesquelles vous l'avez fait pour vous, est-ce que vous avez pensé, en plus on connaît les associations alcooliques anonymes, etc., donc il y a un vrai courant d'entraide parmi les alcooliques, c'est quelque chose d'assez fort, qui existe de manière très très forte. Est-ce que vous y avez aussi pensé en acceptant de témoigner publiquement devant des caméras de télévision? Est-ce que c'était aussi pour les autres? Oui, alors ça je l'ai dit lorsque justement j'ai négocié un petit peu avec les autres qui attendaient pour être interviewés au centre d'alcoolologie à Lyon. Moi je leur ai dit que c'était pour les autres que je voulais passer à découvert. C'était pour les autres, mais enfin c'était aussi pour moi, il ne faut quand même pas
Mais pourquoi vous dites pour les autres? Parce que vous vouliez que ce soit reconnu, vous vouliez arrêter que ce soit caché? Parce que, non, oui, bien sûr, il y a ça. Mais c'est surtout parce que c'est une telle désespérance d'être dans l'alcool qu'il faut absolument qu'on montre le plus possible de gens qui s'en sont sortis pour que les gens y croient. Parce que je n'y croyais pas, moi, jamais. Je disais, mais jamais je m'en sortirai, jamais je pourrais. En matière de cancer, docteur Kayat, est-ce qu'il y a une vertu quelconque à ces témoignages, à votre avis, pour les malades eux-mêmes? En tant que médecin, qu'est-ce que ça vous apporte? Vous m'arrêtez, parce qu'en fait, j'allais dire pour les autres, oui. Pour le malade lui-même, s'il est sur l'image, c'est probablement qu'il est là d'abord, et s'il est là, après être passé par la maladie, par les traitements souvent pénibles, si cette image est bien et satisfaisante, s'il est en accord avec cette image de lui ou d'elle, c'est qu'il est passé au travers. Et s'il est déjà passé au travers de ça, c'est qu'il est peut-être guéri. Donc quelque part, dans le témoignage d'un patient atteint d'une maladie comme le cancer, il y a la promesse un petit peu quelque part d'une guérison. Et je crois que ça peut apporter quelque chose, ça peut apporter une confiance dans l'avenir. Moi, si vous permettez, je voudrais juste abonder un petit peu dans votre sens. Il y a une chose que nous avons appris via les témoignages de malades dans les médias, c'est que les malades avaient mal. La douleur, on n'en parlait pas tellement dans les services de cancérologie il y a encore 10 ou 15 ans. On s'est mis à en parler de plus en plus parce que justement des malades ont témoigné quelque part et ont dit mais on a mal, alors que nous on pensait, et les sondages qui l'ont montré ça chez les médecins et chez les malades, qui ont montré que les médecins pensaient que les traitements qu'ils donnaient à leurs malades étaient satisfaisants. Et les malades en fait souffraient. Pourquoi est-ce qu'ils ne nous disaient pas qu'ils souffraient? Mais parce qu'il y a cette image du bon malade. Être un bon malade pour son docteur. C'est celui qui fout la paix au médecin. Mais c'est celui qui ne dit pas que son traitement ne marche pas, aussi. Oui, mais il y a le médecin qui ne pose peut-être pas beaucoup de questions. Je crois que nous avons appris justement à poser d'autres questions, à tenir compte de tout un aspect psychologique et humain autour de l'aspect technique qui est la maladie et son traitement spécifique. Et ça, on le doit très certainement à la puissance, à la force émotionnelle de certains témoignages qu'on a tous vus dans ce rapport si familier avec la télé. Est-ce que vos malades se sont mis à poser un peu plus de questions, à être un peu plus curieux, à être un peu plus exigeants, et est-ce que ça vous a pas ennuyé par moment? En tout cas, un peu plus informés. Ils viennent plus informés, et ça c'est très important. Alors je crois qu'on l'a compris, on témoigne pour de multiples raisons, éventuellement pour sortir de l'isolement, éviter l'exclusion, mais il y a encore beaucoup de maladies, je dirais, difficiles, inavouées, qui génèrent souvent un sentiment de honte, je dirais, totalement injustifié, mais malheureusement c'est quand même comme ça qu'on le vit, et on peut venir témoigner à la télévision en fait pour lancer un appel à l'aide, un appel au secours, tout simplement pour avoir un peu plus de compréhension et un peu plus de compassion. C'est ce qu'exprime, vous allez voir très clairement, cette femme dont le mari est atteint d'une maladie d'Alzheimer. Il faut savoir que la maladie d'Alzheimer est une maladie qui provoque des troubles du comportement très graves, qui isole de plus en plus le malade, mais qui isole surtout de plus en plus sa famille. Et c'est ce que cette femme avait voulu dire il y a 2 ans quand elle est venue témoigner. Il n'est pas malade, mon mari, il ne sera jamais malade. Il a nié, il nie l'évidence continuellement. Après 50 ans, médicalement, on l'a prouvé, c'était normal de perdre la mémoire. Et quand on s'en aperçoit, c'est bon signe, vous voyez. C'est grave quand on ne s'en aperçoit pas. Justement, comme vous êtes médecin, vous êtes bien placé pour le savoir. Alors, vous voyez, médicalement, vous voyez, moi je la perds à mon âge. Et je note, vous voyez, tout là, et je note le jour, vous voyez, pour ne pas l'oublier. Voilà, et ce que j'ai à faire dans la journée ou autre, voilà. À partir du moment où vous avez compris, ou du moins on vous a confirmé implicitement ce diagnostic, qu'est-ce que ça a impliqué pour vous? La fin de ma vie. Comment vous le voyez, votre mari, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Un être qui est gentil, mais un être végétatif. Il ne veut rien faire, et de moins en moins. Et je n'arrive pas à me mettre dans la tête que c'est parce qu'il est malade qu'il ne peut pas faire autre chose. Ce témoignage s'est passé il y a 2 ans. On vous a rencontré à un certain stade de la maladie de votre mari. À l'époque, je me souviens très bien, vous disiez « je ne peux pas admettre » ou « je ne veux pas admettre qu'il est malade ». Est-ce qu'aujourd'hui vous avez un peu changé? Pas beaucoup. Je n'ai pas beaucoup évolué dans ce sens. Je me résigne, je n'accepte pas. J'ai un tempérament de joueuse et j'aime pas perdre. Là, je vois que je perds, mais je n'arrive pas à baisser les bras. Est-ce que le fait de témoigner ne présentait pas pour vous quelques difficultés? Vous vivez
dans une ville de province, vous avez un environnement. Est-ce que ça n'a pas posé de difficultés au sein de votre famille? De ma famille, je ne sais pas parce que je n'ai pas su leur réaction. Mais j'ai l'impression que depuis 3 ans et demi que mon mari est malade, plus j'en parle, mieux sont mes relations avec l'entourage. Parce que j'ose parler de la maladie de mon mari. J'estime que c'est une maladie comme une autre, qui n'est pas à cacher. Et plus j'en parle, plus les gens sont à l'aise vis-à-vis de moi. Et je crois qu'il faut que tout le monde se rende compte qu'on a besoin des autres. Madame Turblin, vous disiez à l'époque très seule. Peut-être. C'était peut-être un SOS que je lançais à mon entourage proche. Les amis ont compris. Je vis avec les relations amicales que j'ai autour de moi. Ils me portent. Un petit peu, pas beaucoup. Oui. Heureusement, parce qu'il pleut beaucoup, oui. Mais est-ce qu'en 2 ans, entre le moment où on s'est rencontrés pour la première fois et aujourd'hui, vous trouvez que la maladie a évolué? Oui. Elle évolue très différemment d'une évolution classique d'Alzheimer. C'est-à-dire que physiquement, il n'a pas bougé, à part qu'il a pris quelques kilos. Mais, point de vue mémoire, je me demande jusqu'où la perte de mémoire peut arriver. À chaque étape, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des étapes, je me dis c'est pas possible, il ne peut pas descendre plus bas dans sa perte de mémoire. Et 15 jours, 3 semaines, un mois après, je m'aperçois que c'est encore plus important, ces troubles entraînés par sa perte de mémoire. Demain, c'est un jour férié, c'est une fête religieuse, l'Ascension. Ça te rappelle quelque chose? Non, mais c'est oui. Tu iras à la messe demain. On va à la messe demain? Oui. Voilà, je vais me noter là. À quelle heure on y va? 10h30. 10h30, fête religieuse. Je note, c'est le jour. Je perds la mémoire en ce moment, alors je me note tout, vous voyez. Le jour, puis les affaires, là, et quand je pars, tout ça, et les adresses de ma famille pour aller les voir, etc. Il y a des tas de choses. Pourquoi tu es monté? Oui. Qu'est-ce que tu as marqué là-haut? J'ai oublié, qu'est-ce que c'était? À propos de demain, qu'est-ce que tu fais demain? Je vais noter alors. Tu es monté pour le marquer, qu'est-ce que tu as marqué là-haut? J'ai oublié. Je vais le revoir, j'ai oublié, je perds la mémoire, elle se l'envoie après 50 ans, c'est normal de perdre la mémoire. Hein. Moi je me note tout parce que je la perds. Quand vous notez comme ça, là vous vous souvenez bien. Ouais, et je note pour me souvenir. Et moi j'adore ma femme, c'est pour ça que je vivais avec elle. Vous voyez, ma meilleure affaire, moi ça a été d'épouser une diététicienne. C'est pour ça que je l'adore. Il a une adoration pour moi qui me culpabilise d'autant plus que je le bouscule. C'est une responsabilité d'assumer un malade comme ça qui est lourde, qui est trop lourde. On a envie de baisser les bras quelquefois. Il y a des jours où j'aimerais tout laisser tomber et partir. Mais j'ai un mari, il y a 30 ans que nous sommes mariés, 31 ans cette année. Il y a du bon et du mauvais dans tous les mariages. Il faut accepter, il faut jouer le jeu. C'est pas un jeu, mais c'est une règle qu'il faut admettre. J'ai eu du bon pendant toute ma vie. Pourquoi je refuserais le mauvais maintenant? Je me donne pas le droit de refuser. Mais il arrivera un jour où, je sais pas, est-ce que je pourrais continuer jusqu'à la fin de son évolution? On a peur, tous les jours on a peur de ne pas arriver au bout. Voilà, alors aujourd'hui on parle de l'Alzheimer, je crois que c'est une maladie qui commence à être reconnue, qui touche quand même plusieurs centaines de milliers de personnes en France. Quand nous avons fait Santé à la Une il y a 2 ans sur l'Alzheimer, Madame Farette, on en avait rarement parlé encore. On a découvert tout d'un coup cette maladie, alors qu'elle était vécue justement dans le secret et le tabou par des centaines de milliers de personnes, et même des millions avec les familles. Je veux dire d'ailleurs qu'après nous avons reçu un courrier extrêmement nombreux, je remercie tous ceux qui nous écrivent,
J'en profite pour dire que 10 d'entre vous qui nous écrivent seront tirés au sort ce mois-ci pour recevoir un abonnement à notre partenaire Top Santé. Parenthèse refermée, mais sur l'Alzheimer, Madame Forret, le fait que des gens aient accepté de témoigner comme ils l'ont fait, il y a eu d'autres émissions d'ailleurs de fait depuis, même certaines récemment. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Je ne parle pas de la connaissance de la maladie pour les autres, voilà. Mais pour eux, quel retentissement ça peut avoir, je ne dis pas sur les malades qui ne s'expriment pas eux-mêmes, mais sur les familles qui sont très directement concernées? Rappelez-vous, on a un certain nombre de patients à un stade précoce qui ont su s'exprimer et qui ont voulu s'exprimer pour témoigner. Mais c'est effectivement plus difficile dans cette maladie que dans d'autres. Je crois que la première motivation des familles, et ce qui les aide, c'est que ça les aide à lutter contre la solitude extrême qu'entraîne pour une famille le diagnostic de maladie d'Alzheimer. Parce que la maladie d'Alzheimer, comme vous l'avez dit, était très peu connue. Et c'est vrai que les médias ont joué un rôle fondamental dans une meilleure connaissance de cette maladie. Et avoir un patient dans sa famille qui est atteint d'une maladie dévastatrice que personne ne connaît entraîne une exclusion qui est certainement aussi importante que l'exclusion d'autres maladies, comme les maladies mentales ou peut-être le sida, où il y a une dimension qui est peut-être un petit peu différente. Donc je pense que les familles s'aident elles-mêmes en témoignant, car elles sortent de leur solitude. Mais je crois que là, la dimension altruiste de ces familles est très importante. À la fois altruiste, c'est-à-dire que j'aide les autres et je m'aide, c'est-à-dire qu'elles attendent d'une émission dans les médias que ça fasse avancer les choses pour cette maladie. Elles attendent qu'il y ait des moyens supplémentaires pour la recherche, car elles savent que leur seule porte de sortie, c'est une avancée de la recherche considérable dans le domaine. Donc elles disent, et elles ont raison, que cette maladie est méconnue et qu'on n'y consacre pas assez d'efforts de recherche. Et puis elles espèrent aussi avoir une meilleure prise en charge médico-sociale, car on sait que c'est une prise en charge qui est indigente en France. Donc si vous voulez, c'est à la fois un appel et un désir de faire avancer les choses. Et c'est vrai que ça fait avancer les choses. Il y a eu des avancées, même un petit peu. Alors justement, voilà, cette émission a eu lieu il y a 2 ans. C'était en fait la première fois qu'un magazine consacré 1h30. Il y avait déjà la maladie, Robert, avait été évidemment abordée dans différentes, y compris dans les nôtres et dans d'autres. À travers le cas de gens célèbres comme Rita Hayworth. Oui, mais à la limite, je dirais qu'on n'en connaissait que ça et on ne savait pas très bien ce qui se cachait derrière le mot. Est-ce qu'en 2 ans, alors on sait qu'on a aujourd'hui, on dispose d'un certain nombre de médicaments, qu'il y a un certain nombre d'espoirs, mais au niveau de la prise en charge, car c'était ça que cette femme aussi revendiquait, cette aide, est-ce qu'on a un peu évolué ou pas vraiment? Alors, on a peu évolué dans la mesure où la prise en charge est pratiquement identique. C'est-à-dire que par exemple les gardes, qui seraient très très importantes à accorder aux familles, ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Où les seules aides qu'on peut leur fournir, c'est une infirmière le matin pour faire la toilette du patient. Ça n'a pas beaucoup changé. Mais ce qui a changé dans leur esprit, c'est la façon dont cette maladie est regardée. Et je crois qu'à la fois leur quête, c'est une quête de prise en charge médico-sociale, c'est-à-dire d'aide très très pratique, mais c'est aussi, comme nous le disions tout à l'heure, une aide à la recherche, dans la mesure où ils savent. Alors là, je ne dirais pas que c'est les médias qui ont joué un rôle. C'est vrai qu'il y a eu depuis 10 ans environ, et surtout depuis 2 ans, une explosion considérable des connaissances dans le domaine, qui va certainement amener à des perspectives thérapeutiques pour les 10 ans qui viennent. Alors, reste un domaine où le témoignage pose beaucoup de questions, c'est celui de la sexualité. Il y a eu évidemment de nombreuses émissions sur la sexualité, nous en avons fait quelques-unes, notamment sur les troubles de la sexualité. Et quand même, c'est vrai qu'on peut se poser la question, d'ailleurs, qui ne se l'est posée en entendant un certain nombre de témoignages, mais enfin, pourquoi des hommes et des femmes témoignent de leurs difficultés sexuelles, et surtout, comment arrivent-ils à s'exprimer sur des questions aussi intimes? Et puis, question, quelles conséquences pour eux dans leur vie quotidienne, dans leur vie sociale? Il y a une après-diffusion. Qu'est-ce qui a pu se passer dans la vie de ces gens qui ont accepté de témoigner, notamment à plusieurs reprises dans Santé à la Une? C'est ce que nous verrons avec certains d'entre eux après la publicité. Mesdemoiselles, vous savez qu'il faut se brosser les dents après un repas? Oui. Et vous le faites? Eh bien, vous avez de la chance, voici Tony Gum. C'est sans sucre et c'est au calcium. Et c'est le seul chewing-gum qui offre une double protection. 1. Tony Gum combat les attaques acides dues aux aliments. 2. Le calcium aide à renforcer l'émail des dents. Alors, quand vous ne pouvez pas vous brosser les dents, mâchez Tony Gum. Tony Gum, le seul chewing-gum double protection qui protège doublement. Entends-tu le vol noir
jour J, la libération en chantant. Une commémoration exceptionnelle. Jazz et chansons de cette époque, musique de film et témoignages émouvants. 50 ans, le débarquement, le disque. Superglue 3. Avec presque rien, on collait presque tout. La porcelaine, le métal, le caoutchouc, le bois, le plastique, le cuir, le carton. Superglue 3. Avec presque rien, vous collez presque tout. Normandie, juin 44. Des millions d'hommes se battent pour la liberté. Pour en conserver la mémoire, Henri de Turenne, Jean-Louis Guillot et Daniel Costel ont donné plusieurs années de leur vie pour reconstituer le film du débarquement. En réunissant les images de toutes les armées, en entendant ceux qui ont vécu cette épopée, ils ont fait un document unique sur le débarquement, la bataille de Normandie. La bataille de Normandie est aujourd'hui en cassette vidéo. Avant, pour avoir un blanc immaculé à 40 degrés, même les fans de liquide prenaient automatiquement une poudre. Aujourd'hui, c'est nouveau. Même sur du blanc, Vizir donne propreté et fraîcheur en profondeur. Le nouveau Vizir, il va plus profond, jusqu'au cœur de chaque fibre. Et là, il enlève les taches à la racine jusqu'à un blanc immaculé. C'est visiblement plus propre sur tout le linge. Cette fraîcheur, c'est géant. Même sur du blanc, le nouveau Vizir, c'est visiblement plus propre et frais. L'Alfa Romeo que je pilote sur les circuits est une Alfa 155. Pour la route, j'ai aussi choisi une Alfa Romeo. L'Alfa 155 V6. J'aime faible pour les belles voitures et les performances. De la 1,7 litre, 7 chevaux au turbo diesel, il y a le choix entre 7 Alfa 155. 7 personnalités pour un plaisir de conduire signé Alfa Romeo. Jusqu'à la fin du mois, votre concessionnaire offre 10 000 francs sur les Alfa 155. Carte noire, un café nommé Désir. Musique à Notre-Dame. Les plus belles pages de la musique sacrée avec Pierre Cochereau et Maurice André. De la méditation au faste, musique à Notre-Dame. Les plus belles musiques dans la plus belle des cathédrales. Pour changer d'humeur, va chez ton coiffeur. Pour changer d'humeur, je vais chez mon coiffeur. Passer sous une échelle, être 13 autour d'une table, croiser un chat noir, les superstitions, d'où viennent-elles? Faut-il y croire? Mercredi, dans Sacrée Soirée, Nathalie Delon, Richard Chamberlain et François Valéry nous confient leurs superstitions. Patrick Bruel retrace pour nous ses 10 ans de carrière. Avec aussi Sophie Favier, Didier Derlich, la caméra cachée de Dan Bolander, les chansons de Dorothée, Marc Lavoine et Zouk Machine. Les superstitions en question dans Sacrée Soirée, mercredi 20h50 sur TF1. Avec Top Santé, le magazine de la bonne santé, retrouvez le dossier du mois de Santé à la Une. J'ai peur, quoi. Je ne peux pas envisager le fait d'être pénétrée, quoi. J'essaye de lui donner envie, parce que bon, je veux faire l'amour avec Virginie. Si vous le vivez plus ou moins bien, il y en a un des deux qui le vit particulièrement mal. Virginie. Moi, a priori, depuis le début, j'ai toujours eu l'impression qu'Éric n'était pas... pas qu'il se sentait pas touché, mais j'ai jamais eu l'impression qu'il compatissait avec moi vraiment à 100%. Et je me suis toujours énormément culpabilisée. Et j'ai toujours eu l'impression que c'était mon problème avant tout, et pas le sien.
parce qu'en fait c'est moi qui suis bloquée, lui a une érection normale, enfin bon, a priori tout va bien. Et moi personnellement, il y a des périodes où ça a été très très dur. J'étais obsédée par ça du matin où je me levais jusqu'à ce que je me couche le soir. Pour lui également Ah oui, je ne remets pas en cause le fait qu'il ait du mal à vivre la situation, je le conçois tout à fait, mais il ne me dit absolument rien, quoi. Il ne m'en parle pas. Moi, je lui ai toujours dit que je voulais qu'on en parle à des gens proches autour de nous pour pouvoir solutionner la chose, parce que je refuse que ça dure éternellement. Qu'est-ce qui vous a amené à participer à une émission où vous avez dévoilé des problèmes intimes, puisque c'était des difficultés sexuelles? C'était à cause d'un médecin qu'on avait rencontré, enfin avec qui on a eu un contact. C'est d'ailleurs lui qui nous a proposé de venir participer à cette émission, qui nous a dit qu'effectivement, la plupart du temps, quand des couples viennent témoigner comme ça lors d'une émission télévisée, quelques mois après, il s'en ressent certains, je dirais pas un choc, mais un déclic. Voilà, une sorte de déclic. Et bon, le problème se solutionne en général la plupart des cas, quoi. Enfin, on aurait peut-être mis beaucoup plus de temps à aller voir un sexologue, à consulter. Ça nous a quand même apporté beaucoup d'en parler comme ça. Ça a débloqué énormément de choses, hein. Même au niveau d'Éric, je me suis aperçue après qu'il était moins coincé, quoi. Le fait que tout le monde sache, bon, il savait qu'il pouvait en parler librement, qu'il n'y avait pas de... Est-ce que vous aviez conscience, en allant à une émission de télévision, d'être vu par des millions de personnes et des conséquences éventuellement? Ça a créé beaucoup de chamboulements, si je puis dire. D'une part, d'un point de vue professionnel et d'un point de vue familial aussi, du moins au niveau de l'entourage proche. Mon travail, c'était de la rigolade. Il n'a pas été pris au sérieux, quoi. On l'a vraiment pris pour quelqu'un qui voulait se rendre intéressant, qui avait témoigné à une émission, qui étalait sa vie privée. Sur ça aussi, on te l'a reproché. Il étalait ta vie privée. Ça a fini par le stresser quand même, il en avait assez. Et il lui est arrivé une fois de dire à un de ses collègues, donc, que si ça ne lui plaisait pas qu'il ait témoigné dans cette émission, il avait qu'à le dire clairement et pas ricaner à chacun de ses passages. Et c'est là que la personne a répondu, ça n'a d'ailleurs pas été la seule, que ce soit au travail ou dans l'entourage, que si on ne voulait pas avoir de critiques ou d'avis personnels de la part des autres, on n'avait pas à témoigner comme ça dans une émission de télé devant de nombreux spectateurs. Ça m'a fait du mal, ça m'a fait de la peine parce que nous on a été sincères, on a témoigné dans le but de prévenir, de nous soulager, de plein de choses. Et eux, ils ont pris ça comme quelque chose de marrant, ils ont pris ça comme une personne qui irait dans un cirque faire le clown, quoi, alors que nous, on n'était pas là pour dire « Ah, on est passé à la télé » ou... C'était absolument pas notre but, quoi, et eux, ils l'ont pris un peu comme ça. Alors bon, ce que je me dis, c'est que les gens qui n'ont pas su prendre ce qu'il y avait à prendre, que ce soit de nous ou des autres personnes qui ont témoigné, eh ben, c'est dommage. Qu'est-ce qui se passe quand vous vous mettez en valeur au niveau du visage? D'abord, ce que vous mettez en valeur? Bah non, parce que je sais pas. Alors, on va essayer. Hein? Vous ne vous êtes jamais regardé dans une glace, vous avez jamais appris à... Non, justement. À découvrir votre corps, à caresser vos seins. Ah non. Déjà, se regarder dans la glace, c'était déjà périlleux, parce que ça ne me venait pas. Est-ce que quand vous étiez enfant, on vous a initié au plaisir? Est-ce qu'on vous a appris le plaisir? Au devoir, pas au plaisir, je pense. Au fond de vous-même, est-ce que votre corps ne réclamait pas quelque chose? Je pense qu'il me tiraillait tout le temps. Comment est Claire? Ben, je sais pas. Inconnue au bataillon. Qu'est-ce qu'on peut faire avec elle? Est-ce qu'elle peut ne pas avoir peur d'elle? On va essayer. Claire, nous nous sommes rencontrés il y a 3 ans. Et à ce moment-là, dans la mesure où vous aviez donc un problème relationnel, problème affectif, problème de sexualité, vous étiez aidée par un médecin. En quoi le fait de témoigner, et donc de témoigner devant des milliers de gens, ou de témoigner devant quelqu'un même d'anonyme,
aurait pu vous aider? Est-ce que vous l'aviez analysé à ce moment-là? Non, j'ai pas mesuré sur le moment ce qui me poussait. C'est après. Peut-être j'ai compris que c'était peut-être je cherchais le moyen d'exister. Donc je pense que pour moi, oser me montrer, c'était oser faire face au regard de l'autre. Et donc oser ne plus en avoir peur. Oser l'affronter, oser lui dire voilà, je suis ce que je suis moche, bah, tant pis, je suis bien, bah, tant mieux, peu importe ce que le regard de l'autre va mettre sur moi, moi je suis ça. Voilà. C'était me permettre d'exister, me donner l'autorisation à exister. Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment avant le témoignage et après le témoignage? Bah, comme si avant c'était une souris dans son trou qui n'osait pas sortir et après, enfin la souris pouvait balader et se donner le droit d'aller fouiller un peu ailleurs et de regarder la vie. Alors le témoignage est arrivé à quel moment de la thérapie? Ça faisait déjà un bout de temps? En plein moment où ça avait besoin d'exploser, je pense. Donc ça a peut-être aidé l'explosion. Comme le bouton qui éclot, je pense. Hein. En toute sincérité, est-ce que vous pensez que ça a pu avoir un rôle quelconque dans la thérapie, dans son ensemble? Est-ce que ce témoignage, ce passage, devant des milliers de gens, a pu jouer un rôle? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Oui. Le fait d'affronter cette montagne infranchissable, c'est comme un peu comme une femme qui accouche, hein, quand elle est en train de sortir le gosse, ça fait mal. Moi je pense que j'étais dans ce moment-là où c'était en train de sortir, donc voilà. À l'époque, quand nous vous avons rencontré, vous aviez une image encore très négative de votre corps. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Le corps fait partie de ma vie aujourd'hui et j'en suis fière, je veux dire. Est-ce que vous le ressentez? Bien sûr. Est-ce que vous le regardez? Voilà. Maintenant, oui, et puis à l'époque, je ne savais même pas m'habiller, maintenant, ça vient tout seul. C'est des choses qui sont devenues naturelles. Quelles sont vos relations avec les hommes? Parce qu'à l'époque, c'était quelque chose de... Il n'y a aucun problème avec les hommes, il y a même... non, il n'y a pas de problème. J'ai une très bonne relation avec toutes sortes d'hommes. Et vous dites ça comme si c'était naturel. C'est voilà, naturel? Mais oui, tout à fait. En fait, à l'époque, c'était pas naturel. Mais aujourd'hui, je suis casée, quoi, presque. Je veux dire, je suis comme tout le monde. On vient de le voir témoigner sur la sexualité, c'est parler de son intimité, ce qui veut dire que ça n'est pas facile. On l'a vu dans le premier témoignage avec ce jeune couple, c'était parti de bonnes intentions les concernant et ce témoignage, disent-ils, a été pas très bien vécu, pas très bien reçu. Et à l'inverse, Claire, que nous avions rencontrée 3 ans, qui était très inhibée, visiblement s'est épanouie. Alors moi, j'ai simplement envie de rajouter que ce n'est pas uniquement le témoignage, mais comme elle le disait, ce témoignage est arrivé à un moment particulier de la thérapie. Alors Frédéric Hédon, vous êtes sexologue, vous faites des thérapies, vous voyez de nombreux couples. Est-ce que le fait de venir témoigner comme ça dans une émission de télévision, ça peut être quelquefois un plus? Est-ce que ça peut avoir des vertus thérapeutiques? Alors, ça peut avoir de temps en temps des vertus thérapeutiques. Et la première fois où vous m'aviez demandé de participer à une émission de ce genre, et où vous m'avez posé la question des témoignages, je pense que vous vous rappelez que j'avais personnellement beaucoup de réticence. Énormément. Énormément de réticence, en particulier à avoir certains de mes patients qui témoignent à visage découvert. Pour reprendre la question de Anne, et dans la suite de ce que disait la deuxième personne qui a accepté de témoigner, là, est-ce que vous croyez qu'il y a des effets thérapeutiques réels, alors, puisque c'est du domaine de la parole, du discours, de la communication, dans le fait de témoigner? La deuxième personne disait très bien, c'est comme un bouton qui éclot. C'était à un moment où, au fond, ça a complètement, non seulement accompagné, mais déclenché, finalement, une sorte de thérapie. Ça a servi de déclic, en fait. Alors, catharsis, ça peut être, quand c'est au bon moment et de la bonne façon, c'est une excellente thérapie de la timidité, déjà.
Non, mais là, il y a plus dans ce qu'elle disait. Il n'y a pas seulement la timidité qu'on dépasse en allant parler, il y a le fait d'accepter son corps, d'accepter sa sexualité, de pouvoir dire à la fin, eh ben oui, j'ai des relations sexuelles, je le vis bien. Enfin, elle est totalement transformée, la jeune femme. Est-ce que c'est visible? Est-ce que pour vous, vous qui ne la connaissez pas, c'est visible? Dans les gestes, dans le sourire, dans la façon dont elle se tient. Enfin, Madame Mel. Oui, non, je crois que la dimension qu'apporte ce dernier témoignage, c'est une dimension dont on n'a pas encore parlé tellement jusqu'à présent, c'est la question de l'image. On a beaucoup parlé de ce qui se dit, des mots, de ce qu'on ne peut pas dire et de ce qu'on peut dire à la télévision. Et là, tout à coup, on s'aperçoit que finalement, ce que les gens racontent, c'est assez banal. Je veux dire, bon, on entend ça tous les jours à la radio, absolument tout le temps. Vous trouvez que c'est banal? Oui, à Fun Radio, tous les jours, vous entendez des choses. Ah non, sur la sexualité, vous parlez de la sexualité. Oui, enfin, on peut voir les choses comme ça. Chez Torchman, le dimanche soir, vous entendez sur Europe 1 des choses beaucoup. C'est devenu plus habituel, disons. Peut-être pas banal, mais plus habituel. Oui, mais c'est radiophonique. Alors là, on est devant un phénomène complètement nouveau, c'est que les gens se montrent, et surtout, ils se montrent ensemble. Là, c'est la question de ce qu'apporte ou de ce qu'enlève l'image, de ce qu'elle peut transformer, de ce qu'elle peut bouleverser, qui est posée par ce dernier témoignage. Et visiblement, pour cette femme qui n'avait pas d'image d'elle-même, la télévision lui a donné, lui a permis de construire une image d'elle-même. Il y a d'autres personnes pour lesquelles cette image est au contraire catastrophique vis-à-vis de leur entourage, parce que tout à coup, ils ne sont plus les personnes secrètes qu'ils étaient auparavant, et ils sont identifiés à travers ces témoignages. Moins parce qu'ils racontent des choses très très terribles que parce qu'ils se sont montrés. Madame Frédérique Hédon, en ce qui concerne la sexualité, vous êtes médecin, vous vous préoccupez essentiellement de ces problèmes. Est-ce que vous avez l'impression que le fait qu'il y ait eu pas mal de personnes qui aient osé en parler, qui aient osé témoigner de ces difficultés, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui les gens ne vivent plus leur sexualité parfois comme une fatalité, et quand ça ne va pas, ils consultent plus? Est-ce qu'ils en parlent plus? Est-ce que ça a aidé à passer certaines étapes difficiles? C'est un outil de prise de conscience et de décision de faire quelque chose pour que ça change qui est majeur. La grande majorité des patients, et là je peux le dire, bon, encore une fois, je viens de parler de mes difficultés à moi au début pour les témoignages, donc c'est pas du tout que je dis qu'il n'y a que la télé. Mais la grande majorité des patients, je demande toujours à quel moment et pourquoi ils ont décidé tout d'un coup de faire quelque chose, alors qu'en général, ça dure depuis très très longtemps. C'est rare d'y aller au début. C'est quasi systématiquement, on a peut-être demandé à son médecin l'adresse de quelqu'un, mais quasi systématiquement, c'est après la lecture d'un article. On a regardé une émission de télé où on en parlait, on a écouté une émission de radio, alors bien sûr, il n'y a pas l'image, donc on ne vous reconnaît pas dans la rue, mais c'est quand même presque majoritairement le facteur déclenchant. Si vous le voulez bien, ce sera la conclusion. Madame, merci de nous l'avoir donné. Nous achevons donc ce numéro de Santé à la Une. Demain, on vous retrouve sur Europe 1 Anne-Barrère, mais pour un tout autre thème alors que, oui, Robert, dans la mesure où celui que nous traitons ce soir. Dans la mesure où il s'agissait d'un thème concernant essentiellement le témoignage à la télévision. Donc, bien entendu, vous pouvez nous retrouver demain sur Europe 1 dans le cadre de Découverte Santé. Et nous avons donc décidé avec Jean-François Rabillou de traiter des problèmes du soleil, autrement dit, à quelques semaines des vacances pour la plupart d'entre nous. Comment profiter du soleil sans risque? On le sait, le soleil peut avoir des effets bénéfiques sur certaines maladies de la peau, pour ne citer que le psoriasis. Malheureusement, un certain nombre de vous en sont atteints. En revanche, on le sait, le soleil trop consommé peut être dangereux et facteur d'un certain nombre de cancers. Donc c'est de tout cela dont nous parlerons, je dirais, pour bronzer le mieux possible. Donc vous pouvez poser toutes vos questions au 42 32 14 14 et donc demain sur Europe 1 dans le cadre de Découverte Santé, nous vous y répondrons. Voilà, merci Anne. Donc encore une fois ce soir, il ne s'agissait pas de faire l'apologie de la télévision, bien au contraire, mais d'essayer de comprendre ce qu'elle pouvait apporter, pourquoi des gens acceptaient parfois extrêmement généreusement ou avec beaucoup de courage de témoigner à la télévision, de témoigner comme ils l'ont fait depuis des années, notamment dans Santé à la Une. J'espère qu'on est tous un peu plus éclairés ce soir après ces nouveaux témoignages que nous avons entendus et puis les commentaires de nos invités. On se retrouve prochainement. Bonsoir. Oui. Oui, Robert, et j'espère que nous vous avons aussi donné l'envie de continuer à témoigner. Je crois qu'on a quand même tous compris l'utilité du témoignage et de l'information qu'il peut apporter. En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances, puisque pour nous c'est donc la dernière, en espérant vous retrouver à la rentrée. Bonsoir. Le dossier du mois de Santé à la Une, avec Top Santé, le magazine de la bonne santé.